Bonjour, monsieur Jacques Martin. Bonjour. Vous êtes mécanicien et vous étiez employé au niveau de l'entreprise Oasis à Boucotte. Le 25 juin dernier, un événement malheureux s'est déroulé avec la disparition de votre gardien, Georges Emafai Diatta. Oui. Pouvez-vous revenir avec nous sur cette fameuse journée du 25 juin? Cette journée du 25 juin, le matin, c'était le samedi matin. J'ai été appelé par un de nos employés pour me dire « Jacques, on a un problème ici. Il y a Georges, le gardien, qui n'est pas là, ni son vélo. » J'étais en train de déjeuner tranquille à la maison avec ma femme et j'ai dit « J'arrive ». Donc j'ai pris la voiture, je suis allé sur mon lieu de travail où j'ai constaté ça. J'ai dit « Qu'est-ce qu'il s'est passé ?» Tout ça, il me dit « Voilà ». Et la fenêtre du bureau de Olivier, qui était notre directeur gérant, a été fracturée. Et j'ai dit, bon, donc en allant tout ça, je suis allé voir tout ça. Après, j'essaye d'appeler Olivier, qui ne me répond pas. Là, je dis, écoutez, je pense que le plus simple pour moi, c'est de pouvoir aller à la gendarmerie. Donc j'ai pris ma voiture pour aller à la gendarmerie. Où, entre-temps, sur la route, j'ai appelé pour demander à ceux qu'on appelle la femme de ménage, qui a les clés du bureau du secrétariat, pour pouvoir voir si Georges n'était pas dedans, ce qui a été fait. Donc moi, je suis allé à la gendarmerie, je suis arrivé là-bas, j'ai expliqué ce qu'il s'est passé, tout ça, et toujours en train de continuer à essayer d'appeler Olivier, qui ne répondait toujours pas. À un moment, je demande à la gendarmerie si je peux aller le chercher chez lui. Ils me disent oui, donc je suis allé pour le chercher, je suis arrivé, j'ai tapé, tout ça, il n'a pas répondu. Je suis revenu au niveau de la gendarmerie, là ils m'ont dit, monsieur Martin, devancez-nous, on arrive. C'est là où je suis retourné et ils sont arrivés et on a commencé la journée. C'est le 25, samedi 26. C'était dans la nuit du vendredi au samedi. Très bien. Les recherches vont se continuer. Oui. Jusqu'au lendemain, dimanche. Oui. Ou pratiquement, c'est là où vont démarrer les dernières recherches, parce que c'est la disparition qui a été constatée le samedi. La disparition a été constatée le samedi. Les recherches ont commencé le samedi en fin de matinée. Avec les gens de la famille et les gens du quartier de... il y a 3 quartiers à Cabrousse. Nialou. Nialou. C'est bien là, de là où était Georges, non? Nialou. Voilà. Donc on a eu, ça c'était en fin de matinée. On est allé sur les terrains d'à côté, on est allé voir, on a fait tout le pourtour, tout ça, et on n'a rien retrouvé. On s'est retrouvé jusqu'à la tombée de la nuit. Ce qui, à la tombée de la nuit, les recherches ont été arrêtées. Oui. Pour être reprises le lendemain matin. Avec plus de monde. Avec plus de monde, tout à fait. Dont, oui, plus de monde, et dont dans l'après-midi, les femmes du fétiche. Voilà. Et ça aussi, c'est allé jusqu'à la nuit. Une deuxième journée. Deuxième journée. Infructueuse. Voilà. On en arrive à la journée du lundi. Lundi matin, vous arrivez comme toujours. À quelle heure sur le site? Très tôt. Vers quelle heure après? Moi, je devais arriver aux alentours de un peu avant 7 heures. C'était mon habitude d'être très tôt le matin pour pouvoir vérifier les pompes, vérifier tout ça avant de commencer la journée, de mettre en place les mécaniciens, de mettre en place tout le monde. Et ce jour-là, quand vous êtes arrivé, vous avez déjà trouvé du monde sur place ou vous étiez arrivé au premier? J'ai déjà trouvé du monde sur place. Qui était là, ce monde surtout? Des gens de la famille, beaucoup de gens de la famille. À 6 heures du matin déjà? Non, vers 7 heures. Mais eux sont peut-être arrivés avant. Voilà. Mais vous savez, ce n'est pas des gens que je vois tout le temps. Et j'ai vu tellement de personnes en très peu de temps qu'aujourd'hui, je ne sais même pas qui est qui. Parce que j'ai vu des centaines de personnes en quelques heures. Des gens que j'ai peut-être l'habitude que je connais, que j'ai l'habitude de fréquenter, pas fréquenter. Il y a tellement eu de choses. J'ai été appelé dans tous les sens. Et c'est là où j'ai entendu dire que le lendemain, il y allait avoir les 3 quartiers de Cabrousse qui allaient être là. Et donc le lendemain, il y a eu
beaucoup de monde. Et tous ces gens, au début, étaient dans la cour, dans l'enceinte. Et après, ils ont décidé d'aller dehors parce que ce n'était pas assez grand. Donc on s'est tous retrouvés dehors, à l'entrée, mais sur le passage qui mène à l'enceinte. Donc vous n'étiez pas à l'intérieur lorsque le corps a été retrouvé? On était après le portail, à l'extérieur. Qui vous a informé de la découverte du corps? Non, ça s'est passé comme ça. Ils étaient tous en train de discuter, de voir comment on allait établir les recherches. Et à un moment, il y a le chef de village de Cabrousse, le chef de village de Nialou, avec plusieurs autres personnes qui viennent, qui m'appellent et qui me disent « Jacques, on a besoin de te voir et de te parler à huis clos ». Donc on s'est retrouvés dedans pour aller chercher des sièges s'asseoir et il s'est avéré que les bureaux étaient fermés, donc on n'avait pas de chaise. Et c'est là où je vois un coin à l'ombre, dans le fond du terrain, où il y avait des petits filets ou tout ça, un petit muret. J'ai dit, on va aller s'asseoir là-bas et comme ça, vous pouvez me parler. On va s'asseoir là et on commence à me parler. Et c'était pour me poser des questions sur un ancien ouvrier qu'on avait, un journalier, tout ça. Il s'appelait comment? Qui était de Diembering, qui s'appelait Joseph Faye. C'était quelqu'un qui nous avait été envoyé par une personne du nom de Jean Sobundo, qui est un notable de Diembering, qui avait été envoyé à notre directeur et gérant. Et je dis voilà, et j'ai dit, et ils me disent, donc machin, pour me parler de ça. Et j'ai dit, oui, c'est vrai, on a eu machin. Et il me dit... C'est quoi ce machin? On a eu Georges, on a eu Joseph. C'est vrai qu'on a eu Joseph qui a travaillé là, tout ça, et qui a logé sur le site, dans une chambre, dans une pièce qui sert de chambre de passage. Et donc on me questionne, et un jour, ils me disent, parce qu'il y a eu un problème, il y a eu un jour Georges qui a sauté de nuit le portail. Joseph qui a sauté. Joseph. Et qui a été intercepté par Georges. Et qui lui a dit, c'est qui, c'est quoi? Il lui a dit, c'est moi Joseph. Il dit, oui, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu as sauté? Il dit, je viens de me faire agresser sur la route et j'ai fui, j'ai réussi à les semer et je suis venu me réfugier et voir si je pouvais dormir là. Georges lui a dit, non, tu ne peux pas dormir là, il faut que tu ressortes. Et il a dit, mais regarde, j'ai encore les clés de ma chambre. Il dit, oui, tu dois me les donner. Il dit, non, je ne te les donnerai pas. Il dit, Georges a dit, tu vas sortir. Il est sorti. Le lendemain, Georges l'explique au gérant, au directeur gérant, tout ça. Olivier Moussiot, et qui m'appelle aussi pour me dire ça aussi, tout ça. Et je dis, écoute, moi je pense que le plus simple, c'est d'appeler Joseph, de lui parler, de voir avec lui pourquoi déjà il a fait ça ou quoi, et de lui demander, puisqu'il a dit qu'il n'allait rendre les clés qu'à toi. Et à ce moment-là, tu lui rends les clés. Donc ils ont appelé Joseph, tout ça, qui a répondu tout ça, mais qui n'a pas pu venir ce même jour, qui est venu un autre jour. Et ce jour-là, moi, je n'étais pas là. J'étais en intervention sur la centrale de Bouilloul. Et donc il y a eu Joseph, Georges, Olivier, tout ça, qui ont discuté tout ça. Olivier a récupéré les clés et Olivier m'a dit, mais après, qu'est-ce que je fais? Je dis, Olivier, en fonction de la gravité de ce qu'il y a, c'est toi le responsable, c'est toi le directeur, ou tu le mets à la gendarmerie, ou tu le laisses partir. C'est vous, Jacques, qui lui avez remis les clés? Sur l'ordre d'Olivier, parce que c'est moi qui avait qui avait tous les doubles, tout ça. Voilà. Mais ça, c'était au début. C'est sur l'ordre d'Olivier. C'est Olivier qui a dit, j'ai dit, parce qu'il a dit, est-ce que je pourrais, pour l'instant, comme je n'ai pas d'argent, tout ça, est-ce que je pourrais loger là? On a dit, oui, on a une chambre, tout ça. Olivier m'a dit, j'ai dit, Olivier, est-ce que tu acceptes qu'il puisse être dans la chambre de passage? Il m'a dit, il n'y a pas de problème, tu peux lui donner les clés. Voilà. Et donc, c'était pour me parler de ça. Parce qu'après, il me dit, oui, mais il paraît que c'est toi qui as dit à Olivier de le laisser partir. Ah, j'ai dit non. J'ai dit, je viens de vous expliquer
la raison, la chose. Il ne faut pas dire que c'est moi qui ai dit. J'ai dit, qui n'a qu'à juger, c'est lui le responsable, c'est à lui de voir s'il faut l'emmener à la gendarmerie ou s'il faut le laisser. Il ne faut pas dire que c'est Jacques. En plus, je n'étais pas là ce jour-là. Je dis, comment vous pouvez dire ça? Et après, donc, on parle, et là, on est parti sur de dire, il ne faut pas aussi nous prendre pour des imbéciles, parce que quand on entend qu'ici, il n'y a que de la ferraille à garder et des vieux ordinateurs, il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles. J'ai dit ça, je conçois entièrement ce que vous êtes en train de dire. Et c'est là où j'ai expliqué que depuis des mois, je me battais pour des problèmes de sécurité chez nous avec mon directeur. Il peut y avoir des témoins. Je me battais jusqu'au moment où j'ai baissé les bras. Parce que j'ai dit, c'est pas à moi. Vous vous battiez avec votre directeur pour question de sécurité. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pensez qu'il n'y a pas suffisamment de sécurité? Je voulais qu'on renforce ça, qu'on ait des caméras, qu'on ait des trucs beaucoup plus professionnels. Jusqu'au moment où j'ai baissé les bras. Parce que ce n'était pas à moi d'aller tous les jours parler, lever le ton et me battre. Voilà. On a pensé, voilà. Et à ce moment, il y avait quelqu'un qui était à ma droite, parce que moi j'étais, vous avez vu mon handicap, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, j'ai quand même un handicap de jambe, tout ça. J'étais presque à genoux en train de répondre à leur interrogatoire. À Matar. Il y avait celui qui était à ma droite, je ne sais plus citer qui, parce que je vous ai dit, j'ai tellement vu de personnes, qui à un moment, moi je vois encore, qui avait un téléphone, qui s'est levé et qui allait, parce qu'on était à côté des trappes, on était à côté de la fosse septique, et qui a levé un regard qu'il a posé, qui a levé un deuxième regard qu'il a posé, qui a fait le tour, qui a levé le troisième regard, et là j'ai vu qu'il a laissé tomber le regard, j'ai vu qu'il a remis le téléphone dans sa poche et qu'il a relevé, et j'ai compris, c'est là où je me suis levé et je suis allé voir. Et j'ai vu... Le regard, ça veut dire de la fosse septique. Le regard de la fosse septique, c'était des couvercles en tôle. Il y en avait deux qui étaient fermés avec des couvercles en béton, plus un couvercle en tôle dessus, et un qui servait d'évent, le troisième. Et c'est là où j'ai vu le corps. Il faisait le tour des regards qu'il ouvrait un par un, oui, jusque celui dans lequel il a trouvé le corps de Georges Emma Faye Diatta. Voilà. À ce moment, il arrête sa communication. Ou il met son téléphone dans sa poche. Je ne sais pas vous répondre. Je ne sais pas vous répondre. Je n'ai plus ces images en tête. Et je sais il a remis dans sa poche, il a relevé, et il a relevé le regard. Et c'est là où je suis arrivé et que j'ai vu. Et quand vous avez vu? Et quand j'ai vu tout de suite, j'ai essayé d'appeler Olivier. J'ai dit, et là, ils m'ont dit, c'est pas la peine, on appelle d'abord les gendarmes. Là, je me suis assis sur le muret, et je dis à Matar, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et je dis, mais où est Olivier? Et il y en a un qui me dit, mais c'est le monsieur qui avait la petite voiture grise? Je dis oui, parce que je lui avais prêté ma voiture. Je dis oui. Il me dit, mais lui, il est parti à peu près 20 minutes. Ah bon? Là, et je dis maintenant, Matar, qu'est-ce qu'on fait? Il m'a dit, Jacques, je pense qu'on va aller fermer le portail pour contenir la foule. C'est qui ce Matar? Le chef de village de Nialou. Et nous voilà partis tous les deux pour aller fermer le portail. Et là, au milieu de l'enceinte, il me dit, Jacques, je pense que c'est mieux que tu prennes ta voiture et que tu ailles te réfugier à la gendarmerie. Parce que je pense que si la foule est au courant qu'elle revient, on ne pourra pas la contenir. J'ai dit, Matar, qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir partir? Il me dit, Jacques, je te donne un conseil, prends ta voiture, va à la gendarmerie. C'est là où j'ai pris ma voiture pour partir. À la sortie, j'ai pris Mamie Ndiaye, que vous avez vu tout à l'heure, qui est notre secrétaire, sur le passage, qui était dans tous ses états. J'ai dit, Mamie, je te dépose devant chez toi, puisque c'est sur la route, et moi, je vais me réfugier à la gendarmerie. On me l'a demandé. Me voilà. Et je demande, entre-temps, je dis, Matar, est-ce que je peux passer à la maison? Il me dit, Jacques, non. Ça peut être très vite. J'ai dit, par contre, il me dit, tu peux passer devant, prévenir ta femme, mais va tout de suite à la gendarmerie. Ce que j'ai fait. Je ne me suis même pas arrêté, j'ai prévenu ma femme et je suis allé à la gendarmerie. À la gendarmerie, j'arrive et je vois ma voiture et je vois Olivier. Parce que vous avez deux voitures. Moi, j'avais ma voiture de travail. Olivier avait ma petite voiture personnelle puisque la sienne était partie en réparation à Dakar.
Et je vois Olivier. J'ai dit, Olivier, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, on t'a demandé de venir te réfugier là. J'ai dit oui. J'ai dit, bon, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça? Et on reste là. À un moment, je demande aux gendarmes qui étaient là si on pouvait aller se mettre derrière, à l'ombre, parce qu'à l'avant, il n'y avait que du soleil. Donc on s'est mis à l'arrière. Et là, j'étais en train de faire les 100 pas. Je ne savais pas qu'est-ce qui se passait, je ne comprenais pas. Et là, un gendarme arrive, il dit, vous deux, venez s'il vous plaît. Il y a le commandant qui vous demande. Et on passe le téléphone à Olivier il dit, oui. Et là, c'était pour nous demander, c'était l'adjoint qui nous demandait à ce que les gendarmes nous mettent dans son bureau pour nous protéger. Et le téléphone ressonne encore, et là, on repasse le téléphone, et Olivier, j'entends qu'il dit, mais on a nos voitures, ils vont nous reconnaître parce qu'on a nos voitures. Il dit, écoutez, prenez vos voitures, allez les ranger derrière la gendarmerie, et revenez maintenant. Et en allant déposer nos voitures derrière, là, moi, dès que je suis arrivé pour déposer, Olivier me dit, Jacques, ils viennent de rappeler, ils demandent à ceux qu'on se réfugie sur Ziguinchor, parce qu'ils sont en train d'arriver sur la gendarmerie pour nous chercher. Nous voilà partis à Ziguinchor. Pendant ces dernières années, surtout avec l'arrivée de Georges Emafai Diatta, combien de fois des cas de vol ont été signalés à votre connaissance? Beaucoup. Qu'est-ce qui a été fait pour parer à cela? J'en reviens encore à mon directeur gérant. Il y a eu beaucoup de vols sans infraction. Mais ce n'était pas moi le responsable, ce n'était pas à moi d'aller déposer plainte à la gendarmerie. Vous dites sans infraction. Cela nous amène à cette information. Pardon? Sans infraction, ça veut dire que la personne avait la clé et pouvait entrer facilement. Il y a eu deux sources de phénomènes. Il y a eu la première, c'est qu'on a fait beaucoup de travaux. On a monté une centrale solaire, tout ça, on a fait beaucoup de travaux. Et il y a beaucoup de locaux qui restaient ouverts toute la journée. Et des fois la nuit, parce qu'on avait le technicien belge, tout ça, qui continuait à travailler, qui venait mettre des données, rentrer des données pour les machines, tout ça, le soir, la nuit, très tôt le matin, tout ça. Donc on a eu cette phase où on a eu beaucoup de locaux qui n'étaient plus fermés. Et on a eu l'autre phase où il y a eu des pièces dont j'avais mon ancien chef mécanicien qui, lui, avait les clés de l'atelier et d'un magasin. Du cas de Joseph Faye, à qui vous auriez donné des clés, vous n'avez jamais donné... Joseph Faye avait la clé du petit local qui servait de chambre de passage, c'est tout. C'est tout. Après, on a eu un mécanicien du nom de Cher Dramé, qui lui avait les clés de l'atelier et les clés du magasin, où on avait les pièces, on avait l'huile, on avait tout ça. Il n'y a pas que... Il y a eu beaucoup de vols, vous avez dit. Il y a aussi la disparition de pneus de tracteur. Oui, 2 pneus arrière de tracteur. Comment est-ce que vous avez su cela? Comment est-ce que l'information... C'est moi qui m'en suis aperçu, parce que c'était dans une pièce qui était là où on mettait les lubrifiants pour le CTD. Et c'est un lundi matin en arrivant que j'ai dit, mais il manque 2 pneus. Le sous-effectif de gardien que vous avez, c'était à Olivier de répondre de cela, mais pas de vous. C'était lui qui était directeur gérant, responsable. C'était à lui d'aviser la Belgique et de faire quelque chose. Moi, je ne suis qu'un employé. Ça m'a fait beaucoup mal. J'aurais eu des pouvoirs. Je serais allé le déclarer à la gendarmerie. Dites-moi, Jacques Martin, il y a aussi cette... Quelles sont vos relations avec Georges Emafai? Très, très bonne relation. Ça veut dire que vous vous fréquentiez au-delà du lieu de travail? Non, non. C'est lui qui venait le samedi, parce que c'est lui qui nettoyait les palmiers de la maison, tout ça, parce que j'ai une femme qui est diola, et qui venait de temps en temps le samedi, qui venait boire une bière à la maison, tout ça. Et c'était surtout même au niveau du travail, je l'aidais beaucoup à réparer son vélo, à lui donner des outils, on soudait de la graisse, je meulais les coupes-coupes. J'avais de très très bonnes relations. J'ai eu
de très très bonnes relations avec tout le personnel. Donc vous le connaissiez en quelque sorte au-delà de plus que tout le monde, à peu près? C'était quand même devenu quelqu'un de familier. Quand sa mort a été constatée, Oui. qu'est-ce qu'on vous avez dit? Qui serait responsable de sa mort? Je n'étais plus là, je ne savais plus en parler. Votre ami Georges Emma Faye Diatta, Oui. on peut le dire ainsi. Oui. Savez-vous qu'il a été un combattant du MFDC? Non. Vous l'avez jamais su? Non. Je n'ai jamais vu de la violence dans cet homme-là. Je n'ai jamais vu de la violence. Je le voyais toujours, même avec les autres, tout ça. Toujours, il tapait sur les épaules, tout, il parlait. C'était un récolteur. Il ramenait des bouteilles de vin des fois pour les catholiques. Je n'ai jamais senti, je n'ai jamais vu de violence dans cet homme. Jamais. Jamais. Est-ce que vous aviez un système de vidéosurveillance à Oasis? On avait 2 caméras qu'Olivier m'avait fait installer au niveau du poste de garde, qui était très loin des bureaux, tout ça, qui a été visionné. Je pense que même j'avais demandé à Olivier de visionner et de les porter à la gendarmerie. Voilà. Maintenant, Olivier m'a juste dit qu'il a vu une personne avec une chaise. C'était le dimanche, qui est vers minuit, qui a vu quelqu'un qui a fermé le poste de garde, qui s'est déplacé avec une chaise au niveau de l'atelier. Un poste de radio, tout ça. Et ça, c'était l'habitude des gardiens, aussi bien de Georges que de celui qui le remplaçait quand c'était son jour férié. Mais ça, c'était dimanche. Ça, c'était dimanche qu'Olivier m'a dit ça. Alors que Georges avait disparu depuis la nuit du vendredi au samedi. Oui. Et moi, je n'ai vu aucune trace de bagarre, de violence. Alors, Olivier me dit, j'ai vu une homme partir, et après, vers 3h12 du matin, parce que ça m'est resté en tête, il m'a dit, il y a les lumières des bureaux qui se sont arrêtées. Et là, ça s'est trouvé dans le noir. Voilà. Et la deuxième n'a pas marché. La deuxième caméra n'a rien filmé. N'a pas marché. Je ne suis pas du tout professionnel là-dedans. Ensuite, à défaut de vous avoir sous la main, la foule en furie a déversé sa colère sur votre domicile. Oui. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Je ne sais pas. Je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Qu'est-ce que je leur ai fait? Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi? Je n'étais pas là. On nous a demandé de partir à Ziguinchor pour nous réfugier. J'ai été 3 semaines en exil à Ziguinchor, sans pouvoir revenir. Ils ont tout brûlé? Et ils ont tout brûlé. Tout brûlé. Mes papiers, titres de propriété, les voitures, nos habits, ma femme, plus rien. On s'est retrouvés à la rue. Qu'est-ce qu'on leur a fait? Ma maison est dans ma tête. Mon gros souci depuis le départ, c'est ce qui s'est passé chez nous. Le meurtre. C'est ça que je n'arrive pas à enlever de ma tête. C'est ça. Je n'étais pas là, monsieur Touré. Je n'étais pas là. J'étais sur la route de Ziguinchor. Très bien. Je ne peux pas aller dire quelque chose, je ne peux pas l'incriminer, je ne peux pas surdir. On dit, je n'étais pas là. Dans mes dépositions, je l'ai bien dit, je n'étais pas là. C'est tous les gens autour de nous, le quartier, qui se sont occupés de nettoyer, de faire... Je ne sais même pas. Je ne sais même pas s'il y avait encore des choses à récupérer, je ne sais pas. Depuis lors, vous n'avez jamais remis les pieds là-bas? Ah si, à la maison, avec beaucoup de difficultés, mais j'y vais presque tous les jours. Mais je ne fais rien, je tourne et je ressors. Ma femme a subi des gros problèmes aussi. Il y a tout qui sort. Vous voyez les trucs que j'ai sur le visage, tout ça? Vous voyez ces taches-là? Je ne sais pas ce que c'est. J'ai la tête qui est ouverte. J'avais eu un accident jeune, la tête qui s'est réouverte.
Je ne sais pas ce qui se passe. Ça s'est rouvert suite à quoi? Est-ce que c'est suite au choc? Au stress? Au stress, je ne sais pas. J'ai eu des gros problèmes de santé. Je n'ai pas pu bouger. Je n'ai pas pu aller à Dakar. J'ai demandé à pouvoir aller à Dakar, éventuellement voir un médecin. On m'a dit, Monsieur Martin, vous ne pouvez pas bouger pour l'instant, vous êtes là, Ziguinchor, il n'y a pas de souci, on le sait, vous n'êtes pas un chien. N'allez pas gâcher ce que vous avez mis en place. Restez. Ce que vous avez mis en place, c'est quoi? C'est-à-dire d'avoir été honnête et propre, de dire, je ne bouge pas, je suis là. Je n'ai pas bougé. J'ai dit, vous avez mon téléphone. Je ne suis pas quelqu'un de téléphone. Mais j'ai dit, à partir de ce moment-là, j'ai mon téléphone 24 heures sur 24 à côté de moi. Je ne dormais plus. J'ai dit, s'il y a besoin de répondre, je répondrai. Et j'ai été auditionné donc par la gendarmerie du Cap le lundi d'après. J'ai été auditionné après à Ziguinchor, à la brigade de recherche de la gendarmerie de la Légion Sud ou la zone Sud, je ne sais pas comment on dit ça. Et on est rentré ici au bout de 3 semaines. Voilà. Merci. Voilà. Merci.